BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Et vous avez choisi, en papotant avant l'entretien, là, de débattre sur un sujet qui a beaucoup fait parler sur le plateau et on s'en est beaucoup réjoui. C'est la transférabilité ou la portabilité de l'assurance vie qui sera donc interne. C'est ce qu'a voulu en tout cas le législateur, et il reste quelques petits ajustements dans la navette parlementaire, mais enfin grosso modo la seconde lecture de la loi Pacte a donc ouvert la voie à la portabilité interne. Voilà, ce sont un peu les nouveautés en matière d'assurance vie qui sont dans la loi Pacte actuellement, qui termine la discussion au Parlement. Donc la transférabilité interne, c'est-à-dire en fait la possibilité de passer d'un vieux contrat qui ne vous satisfait pas vers un contrat plus moderne, mais au sein de la même compagnie. Autre, je dirais, nouveauté en matière d'assurance vie prévue au sein de ce projet loi Pacte, c'est l'obligation pour les assureurs, et c'est très important, d'afficher le rendement de l'ensemble des contrats sur Internet. Et enfin, c'est la possibilité de passer d'un contrat d'assurance vie vers une nouvelle enveloppe fiscale qu'on appelle un plan d'épargne retraite PER, et ce jusqu'au 1er janvier 2022. Alors, non seulement les effets pour vous, les épargnants français, pour les 16 millions de détenteurs de contrats d'assurance vie, ça va dépendre bien sûr du texte définitif et des décrets d'application, mais ça va dépendre aussi de la façon dont les assureurs vont se saisir du dossier. Est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, les détenteurs de contrats d'assurance vie affaires assurés par Aviva auront la possibilité de transférer leur contrat sur le contrat Évolution Vie de assurancevie.com, qui est aussi assuré par Aviva? C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Tout va dépendre aussi de la façon dont les épargnants qui nous écoutent ce matin vont se saisir du dossier. Parce que les épargnants français sont très passifs. Ils ont aujourd'hui 200 milliards d'euros sur des livrets défiscalisés et ils ne bougent pas alors que le placement ne rapporte plus rien. Vous en avez souvent parlé sur votre antenne et au revenu aussi. Ces dernières années, un ensemble de dispositifs a été pris pour favoriser ce qu'on appelle la mobilité bancaire. C'est la possibilité de passer d'une banque A vers une banque B plus compétitive. Que remarque-t-on? C'est que la mobilité bancaire, le ratio peu ou prou chaque année, il n'y a que 4 à 5% des Français qui changent de banque. Donc ces mesures n'ont pas, je dirais, eu les effets escomptés. Comme on était avec Astrid Cousin de Magnolia tout à l'heure, qui nous disait, pour l'assurance emprunteur, c'est la même chose. Les gens ne bougent pas, alors qu'il y a des sommes tout de même conséquentes à... Ils ne bougent pas tant que ça. 20% des contrats, c'est ça, il me semble, qui de mémoire sont souscrits en dehors. On avait pronostiqué le grand soir après l'amendement Bourquin, il n'en a rien été. Hein. Ouais. Oui, il y a 20% des contrats, il me semble, en assurance emprunteur qui sont souscrits en dehors des contrats des banques. Comment est-ce que le CGP que vous êtes, il voit évoluer tout ça? Alors, mon opinion, on va commencer sur un côté un peu positif. Je vais essayer d'apporter quelque chose de positif. Mon opinion initiale, l'opinion de notre métier, l'opinion de Net Investissement, mais aussi beaucoup de nos confrères avec qui on a échangé sur le sujet, forcément, elle est positive. Elle est de dire, quelle que soit la vitesse à laquelle ça va arriver, quel que soit le niveau de passivité des épargnants français et quelle que soit leur culture financière, parce que dans la transférabilité, dans l'innovation en assurance vie, il y a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas simplement changer d'un fonds euro vers un autre fonds euro. Il faudrait pouvoir en profiter pour faire de la pédagogie auprès des épargnants. Bon, maintenant, c'est positif. C'est un premier geste positif. Nous sommes, nous, à la fois conseillers en gestion de patrimoine indépendants, donc forcément très très impliqués dans l'idée de bouger le marché, de sortir de cette espèce de sclérose et malgré tous les efforts des grands assureurs, les nouveaux acteurs, et j'en fais aussi partie par le fait d'être le cofondateur de Net Investissement, forcément, je suis positif sur l'idée de flexibiliser un marché qui me semble pas assez flexible. Maintenant, c'est une opinion. La réalité va nous rattraper derrière et il faut voir comment ça va se passer et quelles vont être les contraintes. Non mais c'est vrai, il faut être positif et d'accord avec Stéphane, à savoir que très concrètement pour les épargnants et les souscripteurs de contrats d'assurance vie qui nous écoutent, cette évolution législative devrait aboutir pour tous ceux qui ne sont pas contents de leur contrat à payer moins de frais, à avoir sans doute un fonds en euros un peu plus rentable et avoir accès à des fonds boursiers et ou immobiliers performants. Donc là, il y a un vrai plus, un peu plus de concurrence, un peu plus de transparence et des effets positifs
pour les épargnants. Attention, ça ne veut pas dire que tous les détenteurs de contrats d'assurance vie auront intérêt à utiliser cette transférabilité. Il y en a encore qui détiennent des vieux contrats rémunérés à 4,5%. Oui, c'est ça. C'est très intéressant ce que dit Christian, parce que dans la loi Pacte, il n'y a pas que la transférabilité ou la portabilité selon le niveau de pointe sur lequel on irait dans le législatif. Il y a aussi le fait de devoir afficher les performances de la totalité de son offre. Ça veut dire que c'est ça qui est très contraignant. Je me mets à la place des assureurs. C'est ça qui est aussi très contraignant. C'est que non seulement on est en train de vous dire, vous allez avoir des clients plus exigeants, parce qu'en fait vous allez devoir leur montrer la totalité de vos résultats entre guillemets, et si jamais ces résultats maintenant totalement visibles ne sont pas satisfaisants, ils vont avoir la possibilité éventuellement, légalement, enfin en tout cas pour l'instant partiellement. Toute cette information existait, elle était peu ou pro disponible, mais il fallait se battre pour l'obtenir. Aujourd'hui, il y a une obligation d'afficher tout ça. Ah voilà, il fallait lire le revenu ou venir sur Net Investissement ou sur BFM Business pour avoir ces informations. Là, aujourd'hui, théoriquement, dans les documents d'information annuels, vous aurez des informations, alors pour l'instant dites sur le digital, mais vous aurez accès plus facilement à ces points de comparaison. Donc ça, c'est très très important parce que ça va avec. Ça veut dire que l'un ne pourrait pas aller sans l'autre. On vous dirait, vous pouvez changer. C'est le cas des assurances décès invalidité. Mais finalement, c'est un maelstrom, une assurance décès invalidité. Ça dépend de votre âge, ça dépend des évolutions entre le moment où vous l'avez souscrit et aujourd'hui. Si vous avez passé la quarantaine ou pas, vous allez avoir une batterie de trucs que vous n'aviez pas à faire avant. Donc tout ça, on n'a pas expliqué. Donc le fameux grand soir dont vous parliez tout à l'heure n'était pas complet, n'a pas été réfléchi suffisamment. C'est la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui sur cette transférabilité de l'assurance vie. C'est vrai qu'à terme, je dirais qu'effectivement, cette obligation que vont avoir les assureurs d'afficher la performance et le rendement de tous leurs contrats sur Internet va avoir sans doute des conséquences bien plus importantes encore que cette possibilité de transférabilité interne. C'est un point important qu'il faut souligner. Ceci dit, maintenant, il ne faut pas être naïf. Je veux dire, si tous les assureurs, si tous les assurés d'un même assureur passent du contrat le moins bien rémunéré vers le contrat le mieux rémunéré, comme la taille du gâteau n'augmente pas, simplement les assureurs vont modifier leur politique de distribution et donc du coup, in fine, il pourra y avoir quelques déceptions. Donc oui, c'est une évolution positive, mais c'est pas non plus une révolution. La question, et je vais le paraphraser, quoi, c'est Jean-François Filâtre qui l'a posé l'autre jour, c'est de savoir est-ce que là on a donné la main aux assureurs ou aux assurés J'ai envie de vous dire ni à l'un ni à l'autre pour l'instant parce qu'on est encore... Alors là, pour le coup, je vais me remettre maintenant qu'on a été positif et optimiste. Je vais vous dire ce que moi je vois comme limite. Et alors là, pour le coup, étant un acteur intéressé dans les deux parties. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'acteur du digital, nouveau venu, nouvel entrant, comme on dit, nous aurions, nous, normalement, un réflexe que ont tous nos confrères du digital qui manquent aujourd'hui peut-être de visibilité et de poids face aux grands banquiers et aux grands assureurs. Nous avons tendance à dire... Attention, parce que finalement, ça ne va pas servir forcément les épargnants et ça ne va pas forcément servir les assureurs. Et ça ne va pas non plus forcément servir les intermédiaires que nous sommes. Bon. Je vais prendre une petite minute pour vous expliquer ça, si vous voulez bien. Bon, l'assureur, il faut être prudent. Et bien sûr, que ce soit le gouvernement, le Parlement ou même les fédérations d'assurance sont très très prudentes sur ces grands transferts de flux, parce qu'on parle d'énormément de capital qui pourrait du jour au lendemain se mettre à fluctuer. Ensuite, d'un point de vue épargnant. On rappelle, l'assurance vie, c'est 1700 milliards et 80% en gros de ces 1700 milliards sont sur des fonds en euros. Avec une garantie contractuelle de l'assureur. Ces fonds en euros, il y en a 80% qui sont sur les OAT françaises. Bien, donc pour les assureurs, il faudrait commencer peut-être par donner une liquidité pédagogique à l'épargnant, parce que si on passe d'un fonds euro à un autre fonds euro, le gain va être très limité par rapport au poids de ce que ça va représenter en termes d'administratif, etc., etc. Et c'est déjà aujourd'hui le cas. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Qu'est-ce qui va changer pour l'épargnant ? L'épargnant, il va pouvoir garder son antériorité fiscale. Et il va donc falloir commencer à expliquer simplement ce que nous expliquons, nous, conseillers en gestion de patrimoine, qu'ils soient digitaux ou qu'ils soient anciens modèles, on va dire. Nous expliquons à nos clients que ça existe déjà, en fait. Si vous n'êtes pas content de votre contrat d'assurance vie, si vous n'êtes pas content, c'est parce qu'il n'a pas de performance. S'il n'a pas de performance, il n'a pas d'intérêt imposable. Donc, en fait, votre antériorité de 8 ans, elle n'a pas de sens si vous n'avez pas eu de gains sur lesquels vous pourriez subir cette fiscalité. Donc, en fait, elle existe déjà intellectuellement. Et en fait, le problème, c'est qu'on se cache derrière une loi qui permettrait on croit que ça permettrait de transférer des contrats. Et ça va ne faire que pour l'épargnant, que lui donner un mauvais signal qui va l'empêcher de se creuser l'esprit sur le réel résultat de son contrat d'assurance vie depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc ensuite... non, attendez, autrement dit, ce qui vous chagrine, c'est de s'arc-bouter sur le fonds en euros
entre guillemets, d'habitude. bêtement, sans réfléchir, et de se dire, je peux juste sauter d'un fonds en euros à un autre au lieu de me poser la bonne question du rendement. En sachant qu'en On est d'accord. on ne peut changer de fonds euros en fonds euros que interne à un contrat d'assurance vie dans l'état actuel de ce qui est décidé. Hein. Attention, je finis juste une petite chose. Aujourd'hui, pour que les gens sachent, il existe déjà la transférabilité du PEA. On peut transférer un PEA d'une banque ou d'un assureur l'un vers l'autre. Alors c'est un peu plus compliqué quand c'est une banque vers un assureur, mais enfin peu importe, avec le maintien de l'antériorité fiscale des fameux 5 ans d'exonération d'impôt sur le revenu. Si vous saviez le parcours du combattant pour l'épargnant, ça je termine mon raisonnement, pour l'épargnant, parce que celui qui va voir partir l'argent n'a pas forcément envie qu'il arrive, celui qui le voit arriver comme on lui a demandé 0 de frais, parce qu'aujourd'hui on est dans le monde du 0 de frais, il n'a pas forcément envie de faire l'effort qu'il arrive très vite. Donc en fait ça va être très compliqué. Nous avons, nous, intermédiaires, une grande part de responsabilité et un coût à jouer. Donc je reste extrêmement optimiste, mais ça ne va pas être si simple qu'on le croit. Oui, en fait, pour répondre à votre question, est-ce que la loi donne la main aux assureurs ou aux assurés? Un peu les deux. Effectivement, comme le dit Stéphane, de temps en temps, ça va être l'assuré, notamment l'épargnant aisé, qui va être à l'origine de ce transfert, parce qu'il a une somme très importante sur un vieux contrat qui rapporte rien et qui est chargé en frais. Donc lui, il sera motivé par changer. Et donc ça risque en pratique d'être galère, parce que l'assureur risque de freiner. Par contre, et ça risque, dans la majorité des cas, c'est la compagnie qui va être à l'origine de ces transferts. Elle va mener des campagnes de transfert comme ça s'est passé pour le Fourgousse, et elle va proposer, parce que aussi c'est dans son intérêt à elle, de réduire un petit peu les coûts de la gestion administrative de ces contrats. En gros, une compagnie d'assurance, c'est quoi? C'est une succession, ce sont des générations, des empilements de contrats, et c'est vrai que pour réduire les coûts de la gestion administrative, énormément de back-office. Voilà, et les compagnies pourront être intéressées à réduire le nombre de générations de contrats, et donc elles vont lancer des campagnes. Et si elles lancent des campagnes de transfert, je dirais que ces transferts se feront assez facilement. La vraie question que les épargnants vont devoir se poser, c'est quelle réponse donner à cette sollicitation de leur compagnie. Et c'est vrai qu'un certain nombre vont avoir intérêt à répondre de façon positive, mais attention, il y a aussi tous ceux qui ont des taux garantis à 4,5%. Et puis attention aussi, si vous passez d'un contrat A vers un contrat B, peut-être qu'il sera plus souple, qu'il sera plus moderne, qui vous donnera accès à des fonds boursiers, à des fonds en euros de meilleure performance. Mais quid en matière de services, par exemple, si vous passez d'un réseau de distribution classique à un réseau Internet, vous aurez moins de services. Donc oui, c'est un vrai progrès, mais attention, plus de concurrence, c'est pas l'alpha et l'oméga, je dirais, de l'épargnant. L'épargnant, ce qui compte pour lui, c'est de payer moins de frais, d'avoir plus de pouvoir d'achat et, je dirais, moins de frais, plus de pouvoir d'achat et surtout de bien préparer sa retraite. Et c'est important que l'épargnant comprenne, que ce soit les intermédiaires que nous sommes ou que ce soit l'assureur, parce qu'on les accompagne à chacun à son niveau, il faut qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a de plus en plus de contraintes réglementaires, de transparence, etc., etc. Également pour les assureurs, en particulier sur le fonds euro, de résultats. Et en face, on vous explique qu'il faut plus de flexibilité et moins de coûts. Donc à un moment donné, il faut que l'épargnant soit aussi extrêmement responsable de ce qu'il va exiger de la part de son assureur. Parce que tant que c'est une portabilité, ce que moi j'appelle ça de leur portabilité interne, entre un vieux fonds euro et un nouveau fonds euro, ou on va dire plus globalement, entre un vieux contrat et un nouveau contrat, je pense que dans 90% des cas, si c'est bien fait, ce sera positif pour l'épargnant. La question, c'est la transférabilité à partir du moment où on va devoir sortir d'une compagnie d'assurance vers une autre compagnie d'assurance. Ce qui pour le moment n'est pas le cas. Et c'est le vrai sujet de la transférabilité. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que, juste pour terminer, ça change aussi quelque chose pour le monde de la gestion de patrimoine? Est-ce que, en clair, le matelas sur lequel était installé tel ou tel CGP dans son petit ou moyen cabinet de... Je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend du CGP, mon cher Cédric. Ouais. Mais il y en a qui se retrouvent à pouvoir avoir le client Vous parlez à quelqu'un qui fait ce métier depuis presque 20 ans. Oui, je sais, ça ne se voit pas, mais ça fait presque 20 ans. Et ça fait maintenant presque 10 ans que j'ai digitalisé avec mon associé notre activité. Donc en fait, je suis déjà moi dans un virage où je suis convaincu que tout ça est bon pour les nouveaux acteurs. Ça dépendra du CGP, je ne peux pas parler pour tout le monde. Ça va créer certainement effectivement des opportunités pour les intermédiaires les plus malins, mais ce qui est bien, ce qui est important, le message à faire passer auprès des épargnants finaux, c'est que même aujourd'hui, avec la législation d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas contents de leur contrat, ils ont des solutions qui s'offrent à eux. Un, ils peuvent éviter de nouveaux versements, et deux, éventuellement envisager des rachats partiels ou des retraits partiels chaque année. Ça va être plus simple pour finir, Cédric, ça sera plus simple pour les assureurs ou pour les intermédiaires qui vont pouvoir proposer plusieurs types de solutions, donc plusieurs types de contrats. Pour les petits contrats uniques, ça sera un peu plus compliqué, parce qu'il y aura moins de solutions pour l'épargnant. On en a parlé avant et on n'a pas fini d'en parler après. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure, Christian, Stéphane, pour répondre aux questions de nos auditeurs. Ces questions, vous pouvez nous les envoyer sur notre mail intégral placement@bfmbusiness.fr. Dans un instant, le face-à-face.